23 décembre 1997, Japon. Un certain producteur de jeux vidéo du nom de Kazunori Yamauchi marche paisiblement dans les rues éclairées et bondées de Tokyo. Ces 5 dernières années, il avait à peine mis le pied dehors, sacrifiant le monde réel pour un autre complètement virtuel. Un monde que lui et son équipe ont entièrement bâti de A à Z. La moitié d'une décennie presque isolée de l'extérieur pour construire le jeu qui allait révolutionner tout un genre. Celui qui allait mettre une claque à tout le monde, celui qui allait marquer toute une génération. Gran Turismo! Salut à tous, c'est Le Volant et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de la série Gran Turismo, l'une des séries les plus mythiques du jeu vidéo. Alors c'est très simple, si la plupart d'entre vous sont des passionnés de bagnole aujourd'hui, eh bien je pense que c'est un peu grâce à lui. Et typiquement ça a été mon cas, les premiers modèles ou les premières marques que j'ai retenues, eh bien ça a été grâce à Gran Turismo. Bon alors Gran Turismo, tout le monde connaît, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous faites là? Bon, pour résumer en quelques mots, avant les jeux de course, bon, c'était bien, mais voilà, sans plus. Et puis Gran Turismo s'est pointé, et là on est véritablement rentré dans la cour des grands. Bon, plus sérieusement, c'est une franchise qui a complètement retourné le game des jeux de voiture à sa sortie en 97. Car pour la toute première fois de l'histoire, on a un jeu de course avec un moteur physique qui se rapproche d'une conduite réelle, tout en restant simple et fun, comme un bon jeu d'arcade en fait. Tout ça sans compter les graphismes de fou et le contenu qui était très dense. Et à ce jour, elle fait aisément partie du top 25 des séries les plus vendues dans l'histoire du jeu vidéo. Bon, globalement, c'est une réussite aussi bien critique que commerciale, et ça fait déjà 25 ans, ouais, 25 ans que ça dure. Ouais, ça passe vite. Et si on a tendance à ne retenir que le succès de la franchise, eh bien il faut savoir qu'à la base c'était mais alors très loin d'être gagné d'avance. Et finalement développer ce jeu, eh bien c'était un peu comme construire la toute première fusée pour aller sur la lune. Personne ne l'avait fait avant, on savait pas si c'était possible ou non. Donc finalement c'était un travail titanesque avec seulement 2 fins possibles, soit ça passe, soit ça casse. Et croyez-moi, on était vraiment à ça de ne jamais connaître Gran Turismo. Bref, aujourd'hui je vais vous raconter la naissance de Gran Turismo, ou comment un projet complètement fou et presque impossible à réaliser a vu le jour. Et surtout, comment il est devenu un porte-étendard de la culture auto. Allez, c'est parti! L'histoire de Gran Turismo, c'est avant tout celle de son créateur, Kazunori Yamauchi, Kaz pour les intimes. Kaz naît le 5 août 1967 à Kashiwa, une ville proche de Tokyo. Au Japon donc. Et niveau constructeur, le Japon ça blague zéro, Nissan, Toyota, Honda, Subaru, Mitsubishi, Mazda, Suzuki. Bref, les Japonais, ça reste quand même des gros passionnés de bagnole. Et ça a sûrement dû jouer sur le fait que Kaz devienne à son tour un passionné. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il a commencé à s'intéresser à l'automobile quand il était petit. Et ouais, enfant, il était souvent malade, alors rien de bien méchant, rien de bien grave, mais à cause de ça, il était plutôt introverti à l'école. Et c'est à cette période qu'il va commencer à jouer et même à collectionner des supercars e-Riser. Alors, les supercars e-Riser, c'est un peu l'équivalent des Hot Wheels au Japon, et c'est donc à partir de là qu'il va véritablement découvrir l'automobile, du moins porter un certain intérêt à la chose. Bon, le petit Kaz grandit, il fait sa vie comme tout le monde, et une fois adolescent, il va tomber amoureux d'un autre domaine bien particulier. Un univers qui sera décisif pour la suite de sa carrière, et qui va très certainement le marquer à vie. Je parle, bien entendu, du cinéma. Ouais. Je l'avais pas vu venir celle-là. Et ouais, ça peut paraître fou aujourd'hui, mais à la base, Kazunori, il ne se voit pas du tout travailler dans les jeux vidéo. À cet instant, son rêve ultime, c'est de devenir réalisateur. Et d'ailleurs, à cette période, il va même s'amuser à réaliser et à produire quelques films amateurs avec ses amis. Et finalement, si Gran Turismo existe, eh bien c'est un peu par hasard. En 92, il saisit l'opportunité d'intégrer l'une des plus grandes entreprises de ce monde, Sony. Alors si vous n'êtes pas au courant, Sony, c'est une multinationale japonaise qui dans les années 80-90 faisait quand même pas mal de trucs. Des appareils photo, des télés, des chaînes hi-fi, mais également de la production de musique et de films. Bon, il est prêt chez Sony, c'est cool, mais pas vraiment là où ça l'arrange le plus en fait, puisqu'il intègre la Sony Music Entertainment. Bon, c'est pas vraiment son terrain de jeu favori, mais bon,
Il se dit que s'il bosse bien, voilà, il pourra demander sa mutation vers la filiale qui l'intéresse. Bon, en attendant, il fait partie d'une petite équipe qui se concentre surtout sur les jeux vidéo et qui collabore avec les grands noms de l'époque, hein, comme Nintendo ou Sega. Mais tout ça va très vite changer puisque la société mère avait d'autres projets en vue, dont le développement d'un petit appareil qui s'appelle... la PlayStation. Pour réaliser le projet et aussi produire des jeux, parce qu'avoir une console c'est bien, mais avoir des jeux auxquels jouer, c'est quand même mieux. En 93, on crée une division au sein de la Sony Music Entertainment, la Sony Computer Entertainment. Et la nouvelle mission de Kaz maintenant, eh bien c'est de créer des jeux. Bon alors au début il comprend pas du tout ce qu'il fout là, mais en y repensant, il se dit que finalement c'est un peu l'occasion rêvée de créer le jeu de course ultime, celui qu'il imagine depuis quelques temps maintenant, Gran Turismo. Eh oui, et s'il existe bien un genre qui prend son envol dans les années 90, c'est bien les jeux de course. Et ouais, car avec le passage à la 3D, les jeux de course sont un peu devenus les fers de lance des nouvelles consoles. Et vers le milieu des années 90, on trouvait déjà des grosses licences comme Need for Speed, Ridge Racer ou encore des licences tirées de championnats majeurs comme la Formule 1 ou le rallye. Sauf que niveau jeu, eh bien il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent pour notre cher Kaz. Rien sur le marché ne le satisfaisait totalement. Pour lui c'était soit trop arcade, soit trop moche, soit le contenu était trop pauvre. Enfin, il existait toujours un défaut majeur qui ruinait son expérience. Et justement, il a maintenant l'opportunité de créer sa propre licence. Il va donc tout naturellement mettre son idée sur la table. Avec un concept finalement très simple, c'est-à-dire retranscrire de manière virtuelle la physique du monde réel, histoire de donner aux joueurs une expérience qui se rapproche du vrai pilotage. Bon, très simple. Plus simple à dire qu'à faire en tout cas. Et ouais, car Kazunori, c'est un pilote amateur, il comprend bien toutes les forces et les mécaniques qui s'exercent au moment de piloter une caisse. D'ailleurs à ses 24 ans, il se fait un petit kiff en s'achetant une Skyline GTR, une R32 qu'il va complètement pulvériser 6 mois plus tard en roulant à près de 200. Bref, pour retranscrire une telle physique, tout ça, ça passe par l'exploitation des ressources de la console. Et là, pour le coup, il y a énormément de choses à prendre en compte. Le couple du moteur, les transferts de masse ou la friction des pneus contre le sol, tout ça à l'époque, c'était des notions complètement inédites à simuler. Et selon les arguments de Kaz, tout ça, ça permettrait au titre de se différencier, tout en mettant en avant la puissance de la PlayStation. Et là, gros coup dur, puisque les responsables de Sony n'adhèrent, mais alors pas du tout à l'idée. Bon, dans leur tête à ce moment-là, ils se disent qu'une conduite aussi technique ne permettrait pas au titre de se vendre énormément. Ce serait un produit de niche. Ouais, pas sûr. Mais tout n'est pas perdu, car la direction appréciera son autre projet intitulé MotorToon Grand Prix. Alors ce jeu, il sortira en décembre 94 au Japon et aura même droit à une suite en 96. Ouais, super. Mais on n'est pas un peu à des années-lumière d'un Gran Turismo là ? Si je vous en parle, eh bien c'est que ces jeux auront une importance capitale dans la réussite de Gran Turismo. Et ouais, car techniquement, il s'agit d'un véritable laboratoire pour la vision initiale de Kazunori. En développant MotorToon Grand Prix, lui et son équipe étaient en réalité en train de construire les bases, les fondations de Gran Turismo. Car ouais, on dirait pas comme ça, mais la conduite est vraiment sophistiquée. Il y avait déjà une vraie physique, il y avait déjà de vrais transferts de masse, et finalement la conduite tente de se rapprocher de la réalité. Et de surcroît, avec un tel univers, il ne prend pas le risque d'être attendu sur des points aussi techniques que ça. Et tout ce dur travail va payer. Le niveau de détail, le soin qu'il apporte sur la jouabilité, les sensations données, commencent alors à être reconnus dans le milieu. Le moteur physique et le comportement des voitures étaient si réalistes que l'industrie a très vite remarqué ce que l'équipe de Kazunori était en train de créer. C'était devenu quelque chose qu'il fallait surveiller de près. Et ce qui était à la base une grosse déconvenue, eh bien s'est rapidement transformé en véritable opportunité. Mais plus important encore, cette petite série connut un succès suffisamment important pour que la direction lui fasse confiance et approuve son projet initial. Le développement de Gran Turismo est donc officiellement lancé.
Bon, le développement du jeu commence en réalité dans la seconde moitié de l'année 92. Comme je l'ai dit avant, ils ont profité de MotorToon Grand Prix pour construire la base technique. Au début, l'effectif était composé d'environ 12 personnes, un effectif souvent réduit à certains moments, mais qui s'est logiquement agrandi une fois sa suite terminée. D'ailleurs, Kaz, en véritable perfectionniste, ira même jusqu'à prendre des cours de pilotage pour gagner en expérience et vérifier lui-même le comportement des voitures. Et ouais, vous comprenez, c'est pour le travail. Au-delà d'un moteur physique totalement novateur pour le genre, les joueurs seront agréablement surpris par le vaste contenu que propose le jeu et surtout le soin apporté aux détails. Et pour ce premier opus, on retrouvait déjà 150 véhicules, des TVR, des Aston Martin, des Dodge, des Toyota et bien d'autres. Et 150 pour l'époque, c'est colossal. Typiquement Need for Speed 2 ou Need for Speed conduite en état de liberté, t'avais entre 10 et 20 vraies caisses au grand max. Et je parle de vraies caisses, pas des voitures bonus qui n'existent pas, non, des modèles de série qui existent dans la réalité véritable. Chaque voiture a été reproduite à partir de nombreuses données, des photographies d'un modèle réel ou d'un modèle réduit. Ce qui faisait du jeu une référence incontestable en matière de graphisme lorsqu'il est sorti. L'intérêt des Gran Turismo, c'est aussi son large choix de customisation. Et plutôt que de tomber dans la facilité comme la plupart de ses concurrents en proposant des améliorations génériques, l'idée est une nouvelle fois de se rapprocher le plus possible de la réalité. Les suspensions, les freins, la transmission ou le moteur, le but est de pouvoir changer les pièces mécaniques de sa caisse comme s'il était question d'un vrai garage. De plus, l'équipe fera face à de nombreux challenges, notamment techniques. A la base, il devait y avoir 12 voitures dans chaque course au lieu des 6. Mais la puissance limitée de la console ne leur permettait pas d'en mettre autant. Enfin, l'équipe de Kazunori a aussi dû revoir ses priorités. L'aspect sonore a justement été compromis par ce manque de temps. Évidemment, pour proposer aux joueurs une expérience aussi riche et proche du réel, le jeu mettra plusieurs années à être développé et sortira finalement en décembre 97 au Japon. Un travail de longue haleine donc, surtout pour la première génération de PlayStation, où même les gros titres sont généralement produits en à peine 2 ans. Et ouais, car avant Gran Turismo, il n'existait pas de base technique sur laquelle s'appuyer, il fallait tout construire de A à Z. Il aura donc nécessité 5 ans pour créer le tout premier Gran Turismo. Et pour Kazunori et son équipe, ces 5 années furent très longues. Dans une interview, il annonce même qu'il n'arrivait plus à en voir la fin. Il dormait au travail, il se réveillait donc logiquement au travail, et toute sa vie tournait autour de ça. Il rentrait chez lui, 4 ou 5 jours par an. Mais fort heureusement, le premier Gran Turismo sera un énorme carton. Et surtout, quand le premier Gran Turismo est sorti, il a rendu tous les autres jeux de course nuls. Et finalement, Sony aura quand même bien fait de lui faire confiance, puisque le premier Gran Turismo sera tout simplement le jeu le plus vendu de la première PlayStation, avec 11 millions de copies vendues à travers le monde. Chapeau. Et après ce succès, Sony lui confie le développement de la série et lui donne même le feu vert pour qu'il crée son propre studio. Polyphony Digital voit donc le jour en avril 98 à Tokyo et sera à tout jamais lié au désormais célèbre jeu de course. Ah ouais, anecdote de fou d'ailleurs, mais Polyphony Digital n'a pas toujours fait que des jeux de course. Il leur est arrivé une fois de faire un jeu qui n'a rien à voir avec un jeu de course, ça s'appelle Omega Boost, et ça ressemble à ça. Bon, je vais pas plus m'étaler sur le développement de chaque épisode parce qu'il se passe pas non plus des trucs de fou et je risquerais surtout de radoter en fait. À la place, je vais m'attarder sur un point que je trouve bien plus fascinant, à savoir comment Gran Turismo a-t-il révolutionné la culture auto. Comme je l'ai dit au début, les premiers GT ont clairement marqué toute une génération. Gran Turismo 1 est probablement responsable de la création d'une grande partie de la génération actuelle de passionnés de bagnole de 30 à 40 ans. Et les épisodes suivants ont fait depuis la même chose pour chaque génération d'enfants. Et aujourd'hui, il doit exister un tas de personnes ayant justement réalisé ce rêve de gosse en achetant précisément la caisse avec laquelle ils jouaient 15 ou 20 ans plus tôt. Ou qui rêvent de le faire. Et en vérité, Gran Turismo, c'est plus qu'un simple jeu. C'est une petite encyclopédie sur l'automobile. Si les premiers Gran Turismo sont si iconiques, c'est qu'en plus d'être des prouesses techniques, ils nous apprenaient énormément de choses sur les bagnoles. Tout ça à une époque où l'information était à des années-lumière d'être aussi accessible, abondante et rapide qu'aujourd'hui avec Internet. Alors comment Kaz et son équipe ont-ils fait? Premièrement, vous souvenez-vous du moteur physique. Car construire toute cette technologie, c'est un sacré chantier et franchement chapeau,
Mais pour autant, le défi ne s'arrêtait pas là. Il était aussi nécessaire d'éduquer les joueurs et de leur inculquer quelques notions de pilotage. Et en parlant de ça, je fais bien évidemment référence au permis. Savoir freiner à temps, gérer des virages de plus en plus complexes, dompter des transferts de masse ou le couple de voitures toujours plus puissantes, jusqu'à faire un tour entier sans se planter. Et tout ça, je m'en rendais pas forcément compte quand j'étais petit, car je voyais ça davantage comme un jeu, comme des défis, mais Gran Turismo nous apprenait les bases du pilotage. Et d'ailleurs, la technicité de la conduite que craignaient en premier lieu les responsables de Sony, eh bien n'a finalement jamais posé problème. Non seulement les permis étaient le parfait moyen de nous apprendre la conduite sans faire de zèle, mais en plus de ça, c'est devenu un élément iconique de la série que les joueurs adorent dans un Gran Turismo. Ouais, enfin surtout quand ils arrivent à les passer, parce que sinon... Et d'ailleurs, je me rappelle que pour GT2, il était même possible de retrouver directement dans le manuel des conseils ou des infos complémentaires sur le pilotage. Bref, les permis, c'est sans doute les tutos les plus iconiques et les plus fun de l'histoire du jeu vidéo. Bon, après, je suis pas un expert de ce milieu, loin de là. Donc, il y a peut-être débat. Bon, le pilotage, c'est fait, mais qu'en est-il de la culture auto? Alors, la culture auto... Ça se voit tout de suite, ça se sent, c'est quand même l'un des grands piliers de Gran Turismo. Et là, c'est la mission la plus difficile, parce que si t'es pas intéressant, bah t'es chiant, et si t'es chiant, bah tu vas rien transmettre. Alors comment ont-ils réussi à nous transmettre ne serait-ce qu'un petit bout de culture auto? Alors c'est vrai que quand t'étais en mode showroom, tu pouvais avoir des infos concernant la caisse que tu regardais. Mais bon, entre nous, on sait que c'est un peu chiant et que tout le monde s'en foutait, à part 2-3 personnes peut-être. Non, il faut quelque chose de beaucoup plus stimulant. Et c'est là que le mode carrière, le mode GT entre en jeu. Car c'est avec son fonctionnement et son contenu que le joueur va pouvoir se constituer un début de culture auto. Et ouais, le truc c'est qu'au lieu de faire comme beaucoup d'autres jeux où pour allonger la durée de vie, les développeurs augmentaient artificiellement la difficulté avec des circuits plus durs, des adversaires plus coriaces ou des voitures plus difficiles à maîtriser, et où finalement il suffisait d'utiliser peut-être 4 ou 5 voitures pour finir le jeu, dans les premiers GT au contraire la diversité était clairement une priorité. Pour finir le jeu, il était nécessaire d'utiliser autant de voitures qu'il existait de courses ou de championnats différents, en fonction des continents, des pays, des époques, des championnats qui sont parfois réels comme le GT500, mais également en fonction des caractéristiques de la voiture. T'avais des épreuves réservées aux tractions, aux propulsions, aux 4 roues motrices, ou alors si c'était un moteur turbo ou atmosphérique. Bref, les possibilités sont nombreuses. Et tout ce système demandait aux joueurs de prêter un minimum d'attention à l'origine et à la fiche technique de chaque voiture. Et dans toute cette opération, eh bien, t'apprenais forcément 2 ou 3 petites choses. Ça te poussait en quelque sorte à découvrir, à explorer, à être curieux finalement. Et j'aime beaucoup prendre l'exemple de Gran Turismo 2 qui a un système sans doute plus élaboré et que je trouve personnellement plus parlant. Rien que sur le menu, déjà pour commencer, il y a énormément de choses à dire. Déjà, faut avouer que cette disposition est clairement bizarre. Tu demandes à n'importe qui de créer un menu, à coup sûr on va te donner quelque chose de vertical, allez à la limite horizontal, pourquoi pas. Et là, t'as cette espèce de carte où t'as rien d'aligné, c'est éparpillé, enfin c'est le bazar quoi. Alors dans le fond, ok, c'est pas conventionnel, mais c'est pas vraiment ergonomique non plus. Et au début, tu sais pas où aller, ce qui va premièrement te pousser à la découverte, et avec le temps, tu vas t'habituer au lieu, jusqu'à savoir d'instinct où se trouvent les voitures japonaises, allemandes, américaines, etc. Et ce, sans même que ça soit clairement écrit sur le menu. Et ce truc tout bête de mettre un drapeau ou de rassembler 2 nationalités par quartier, eh bien c'est vraiment un moyen mnémotechnique. Ça t'aide vraiment à apprendre les constructeurs et aussi à te rappeler de leur pays d'origine. Et ça peut paraître complètement anodin de savoir ça, mais en termes de culture auto, quand tu commences, c'est déjà un bon début. Ça, combiné à la diversité des courses, eh bien finalement t'apprenais plutôt vite. Et personnellement, c'est avec ce fonctionnement que j'ai appris qu'une Subaru Impreza était une voiture japonaise dotée de 4 roues motrices avec un moteur à l'avant, alors que j'avais peut-être jamais vu d'Impreza de ma vie avant ça. 4 roues motrices qui étaient parfaitement adaptées pour faire du rallye. Alors pourquoi ça à l'époque, je le savais pas, mais j'avais déjà cette caractéristique gravée dans ma mémoire. Et quand on y pense, eh bien c'est à la fois ludique, malin et hyper fascinant. Et avec ça, la notion de progression prend une toute autre dimension. Elle ne s'arrête plus au jeu, mais elle touche également l'humain. Plus tu progresses dans le jeu, plus ton pilotage s'améliore, bon en théorie, mais plus tu apprends des choses sur l'automobile.
Bon, pour conclure, Gran Turismo est fortement influencé par la culture automobile japonaise, et cette influence persiste encore aujourd'hui. Et ouais, le succès de la série a contribué à diffuser les valeurs de la culture auto, en particulier japonaise, à travers le monde d'une manière qui n'avait jamais été faite auparavant. Et à travers cette vision, eh bien, la série nous a aidé à comprendre pourquoi la voiture est au cœur de nos vies. Typiquement, la popularité de modèles emblématiques ou de constructeurs japonais a augmenté en même temps que la popularité de la série. Et ce constat est également vrai plus tard avec les constructeurs européens et américains. Par exemple, la Corvette. Today, everyone can drive a camouflaged Corvette test vehicle on Sony PlayStation's Gran Turismo 5. J'en ai pas beaucoup parlé, mais le tuning ou même la musique jazz fusion, tout ça c'est profondément lié à la culture auto japonaise des années 90. D'ailleurs, en parlant du tuning, même des grands studios de jeux vidéo qui portaient vraiment pas dans leur cœur cette culture japonaise se sont quand même laissés influencer. Et là je parle de Need for Speed. Et ouais, chez EA on n'était pas vraiment potes avec le Japon. Tu prends Need for Speed 2, Need for Speed 3, Conduite en état de liberté, Poursuite infernale 2, t'avais pas un seul modèle japonais. Allez, peut-être un dans une version un peu obscure, ex-URSS, mais autrement rien. Que dalle. Même pas une petite NSX badgée Acura pour faire plus américain. Non, c'était exclusivement des européennes ou des américaines. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que dans l'intro de Conduite en état de liberté, eh bien le jeu se moquait des japonais de leur tuning, pour finalement, quelques années plus tard, mettre ce fameux tuning au cœur de leur jeu avec qui plus est, une surreprésentation des modèles japonais. Et devinez quoi? Eh bien ces épisodes en question sont devenus les Need for Speed les plus emblématiques de la série, triomphe en quelque sorte de cette culture japonaise. Les premiers Gran Turismo m'ont par exemple appris qu'il ne suffit pas d'avoir les voitures les plus exceptionnelles, les plus rares, les plus grosses, les plus puissantes pour apprécier l'automobile et s'amuser. Et ça je m'en souviens très bien, mais j'avais beau avoir énormément de crédit et m'acheter les supercars ou les voitures de course les plus rapides que je voulais, les moments les plus amusants étaient justement ceux où je passais du temps à tuner à fond les petites caisses avec lesquelles j'avais fait mes premières courses. Et quelque part, c'est ce que Gran Turismo a toujours voulu exprimer, c'est-à-dire que les voitures que vous possédiez étaient celles dont vous vous sentiez le plus proche. La GT Academy, ça non plus j'en ai pas parlé. Gran Turismo n'a pas seulement donné aux joueurs la possibilité de conduire des voitures virtuellement, mais aussi dans la vraie vie et de manière compétitive. La GT Academy a été créée pour donner aux joueurs la chance de devenir de vrais pilotes de course. Des pilotes comme Lucas Ordonez, Jan Mardenborough sont diplômés de l'académie et courent maintenant de manière professionnelle. Et finalement avec Gran Turismo c'était différent des expériences que j'ai pu avoir avec des Need for Speed, avec des TOCA, avec des Test Drive et tous les autres jeux de course. Alors j'ai des bons souvenirs et même des très bons souvenirs des jeux que je viens de citer, mais avec le recul, quand je sortais d'une session de Gran Turismo, c'était différent. J'avais appris des choses. Et même si certaines choses n'avaient pas beaucoup de sens pour moi à l'époque, quand j'avais 9 ou peut-être 10 ans, eh bien ça a quand même suscité en moi un intérêt qui m'a poussé à en apprendre plus sur les bagnoles, à savoir comment elles fonctionnaient, à connaître leurs histoires, etc. Bref, un grand merci à Kaz et à ses équipes pour avoir créé Gran Turismo, parce que ça reste, n'empêche, mine de rien, un jeu exceptionnel. Et surtout, merci à vous d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est un peu longue, je crois, je sais pas, ça fait peut-être un peu plus de 1h30 que je tourne. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et surtout à mettre un like. Alors j'en parlais tout à l'heure, mais ça m'intéresserait de savoir si justement beaucoup d'entre vous ont des histoires par rapport à Gran Turismo, s'ils sont devenus passionnés, si justement ils ont acheté la bagnole avec laquelle ils jouaient 15 ou 20 ou 25 ans plus tôt. Comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour d'autres histoires sur l'automobile. En attendant, portez-vous bien. Ciao!